Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, merci. Oui, l'actualité, c'est vrai, mais je vais aussi moi-même parler de cette actualité et je voulais vraiment avec insistance rendre un hommage à Geneviève Larocque, grande dame de la gérontologie, on vous l'a dit, on le redira, j'espère, plusieurs fois dans cette journée. Bien, donc, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Je voulais commencer par un petit questionnaire que je vous soumets là. C'est qui a écrit ? Qui a écrit ? Je vous donne une série de phrases qui sont écrites sur le problème du vieillissement. Vieillissement qui entraîne des conséquences dans tous les domaines de la vie nationale. Il grève les conditions d'existence de la collectivité française. L'entretien des personnes âgées fait peser une charge. Il est établi que toute personne inactive vit de prélèvement. Sur le plan économique, perte de productivité. Le deuxième texte, c'est celui-là. C'est qui a écrit aussi « Mettre à disposition des personnes âgées un ensemble coordonné de moyens et de services adaptés à leurs besoins. Tout ceci passant par une coordination sous la responsabilité du département ou par un autre type de coordination préconisée au niveau local dont l'objectif est l'orientation de l'usager vers le service adéquat. Et cette coordination doit permettre un maillage du territoire et elle doit permettre une meilleure articulation des interventions. » Alors là encore, on peut se poser la question qu'il a écrit, Dominique Somme peut-être, je ne sais pas, on pourrait voir. En fait, ce que je voulais vous montrer par là, en citant ces deux textes-là, qui sont issus du même rapport qui a été écrit par Pierre Larocque en 62. Et quand on retrouve ces mots-là, on peut se demander, là encore, on pourrait questionner ce qui est la nouveauté. Qu'est-ce qu'est la nouveauté quand on entend parler de maillage du territoire au niveau de la coordination et quand on parle actuellement de certaines dispositions. Ça, c'était ma petite interrogation au niveau de la nouveauté et j'aurais pu, comme Dominique, dire qu'y a-t-il de neuf ? Pas grand-chose. Alors, j'ai essayé de répondre à cette question sur qu'est-ce qu'il y a de neuf dans les interventions gérontologiques sous le regard de l'évaluation. Et là encore, comme Dominique Somme, je vais partir de quelques papiers qui ont été publiés récemment, dans les derniers mois qui viennent, qui sont venus là, et que j'ai choisi, bien sûr, arbitrairement. Parce que certes, je vais définir un petit peu ce champ-là, parce que dans les interventions gérontologiques, il y en a de nombreuses, mais là, je vais m'intéresser essentiellement aux aspects non pas biomédicaux, mais essentiellement à la prise en charge des personnes âgées souffrant de démence et de leur entourage. Et en regardant qu'est-ce qu'on a de nouveau à partir des données d'evidence-based, à partir des données basées sur la preuve. Cette intervention-là, on va le passer sous le regard de l'évaluation parce que vous êtes bien d'accord avec moi, je pense, qu'il est nécessaire d'évaluer. Et il est nécessaire d'évaluer nos interventions avec une méthodologie rigoureuse. Mais malgré tout, vous allez voir peut-être, mes choix de papier, mes choix d'articles vont susciter des réactions et on va critiquer l'évaluation. Toute évaluation peut être critiquable. Toute évaluation peut être critiquable, des présupposés à la conclusion, en passant bien entendu par la méthode. Tout peut être analysé, décortiqué, critiqué, le choix de la population, la méthode d'évaluation, etc. Néanmoins, et je crois que c'est un message que l'on doit garder en tête, c'est qu'on serait encore plus critiquable si on avait des interventions qui n'étaient pas évaluées. Alors je vous disais, dans le thème de la prise en charge de ces populations-là, je vais aborder 4 points. Au niveau de ce que j'appelle l'offre de soins, non pas biomédicale, mais je vais m'intéresser à la stimulation cognitive. Au niveau des aidants, qu'est-ce l'intérêt des prises en charge familiales? Au niveau du système, la prise en charge des patients après le diagnostic. Enfin, au niveau du patient, quelque part lui redonner la parole et la prise de décision du patient dément lui-même. Alors c'est là encore
des analyses de la littérature que je vous propose là. Et le premier, c'est la stimulation cognitive à partir d'une revue Cochrane. La revue Cochrane, qui a été publiée récemment, cette publication date de juin 2012, et vous savez que le système Cochrane est un système de revue systématique de toute la littérature et que c'est considéré comme un standard dans le domaine de l'evidence-based sur les soins de santé ou en médecine en général. Alors la stimulation cognitive, je pense qu'on est tous à en faire probablement dans nos services. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est a-t-elle vraiment un intérêt ? Et donc, cette collaboration Cochrane a étudié un certain nombre de papiers, 15, essais cliniques randomisés, qui étaient faits dans différents sites avec des interventions de durée et d'intensité variables, dont la qualité n'était pas ce qu'on aurait espéré par rapport aux standards actuels, mais quand même avait des évaluations qui étaient pour la plupart en aveugle et qui donnaient un effet intéressant. Ces méta-analyses-là, que je vais vous présenter, ont porté sur 718 participants. Vous voyez, 407 qui ont suivi des stimulations cognitives, 311 dans le groupe témoin. Qu'est-ce qui était l'analyse principale? C'était le changement. Le changement dans un certain nombre d'états d'évaluation à la fois cognitive mais aussi comportementale et l'action sur les aidants, etc., à la fin de la période de traitement. Et quelques études ont regardé s'il y avait un effet qui se maintenait au-delà de cette période de traitement. Quand je dis traitement, c'est la période d'intervention sous stimulation cognitive. Donc, voilà le premier résultat. À une échelle cognitive que vous connaissez bien, puisqu'elle a été utilisée très largement, en particulier dans les essais thérapeutiques pour la maladie d'Alzheimer, c'est la DAS-COG. Et quand on regarde un petit peu, vous voyez, à droite du graphique, vous avez en faveur de la stimulation cognitive, à gauche, c'est en faveur des groupes témoins. Vous voyez que globalement, c'est pas très significatif, mais on peut retrouver sur un sous-total de une petite étude un effet qui est plutôt en faveur de la stimulation cognitive. Si je regarde également un test que tout le monde connaît, qui est le MMSE, eh bien, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire pas un effet majeur, mais une tendance avec un effet plutôt en faveur de la stimulation cognitive. Si je regarde encore un troisième élément qui a été étudié, qui est celui de la communication et celui de l'interaction sociale, et là encore, on pourrait discuter les instruments qui ont été utilisés dans ces études-là et qui ont été rapportés, et vous voyez que quand même, ça ne fait pas énormément de patients au total, vous avez le chiffre ici, eh bien vous voyez que quand on fait une sorte de méta-analyse totale, on est plutôt du côté en faveur de la stimulation cognitive. Qualité de vie, autre élément essentiel. On se dit, peut-être qu'on n'améliore pas grandement les choses sur le plan cognitif, peut-être qu'on ne change pas le parcours de la maladie, mais peut-être qu'on améliore la qualité de vie des patients, et en soi, c'est important. Là encore, on peut critiquer les échelles qui ont été utilisées, mais quand on voit ces études-là, on a aussi l'impression que l'on est un petit peu, mais pas toujours, c'est pas quelque chose de très manifeste, en faveur de la stimulation cognitive. Et puis le reste. Le reste, les autres dimensions, l'échelle de dépression. Alors là, on peut se dire, mais c'est vrai, c'est peut-être pas terrible sur le plan cognitif, mais ça peut quand même améliorer l'humeur, qu'elle soit appréciée par des échelles de dépression, ou bien dans ces études-là, elle a été cotée par les équipes. Sur le plan des activités de la vie quotidienne, excusez-moi, j'ai mis ADL, j'aurais dû mettre AVQ, sur le plan du comportement problématique, sur les aidants, l'impact, le fardeau, entre guillemets, des aidants, sur le suivi à terme, est-ce qu'on a des résultats sur tous ces éléments-là? Sur tous ces éléments-là, les résultats ne sont pas significatifs. Donc, on a quelques preuves à partir de ces multiples programmes. Rappelez-vous, ils sont divers et variés par différents endroits. La stimulation cognitive montre un bénéfice, et si je reprends le terme de la conclusion Cochrane, sur la cognition chez les personnes atteintes de démence légère à modérée. Et j'ai oublié de vous en parler un petit peu, ils ont étudié en effet l'effet au-delà des effets des médicaments, complémentairement aux effets de médicaments.
Mais quand même, n'oubliez pas qu'on est sur des petits échantillons, vous avez vu le nombre de sujets, on est sur des études de qualité variable, et donc on a encore beaucoup de choses un petit peu à prouver si on pense que la stimulation cognitive est une alternative intéressante à nos programmes, à nos interventions dans cette population. Stimulation cognitive, c'était le patient, alors je m'intéressais à l'aidant. L'aidant, on fait ça très souvent tous dans nos services. On organise des réunions de famille, on organise des soutiens familiaux aux aidants. Alors il y a un papier qui est sorti là encore récemment, en août, dans PLOS, qui est quand même une bonne revue, sur l'efficacité des réunions de famille, d'aidants familiaux, sur le délai d'entrée en institution. Sur le délai d'entrée en institution, et qu'est-ce qu'on voit? Alors c'est une étude qui a été faite aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette intervention qui était faite, il y avait des interventions qui étaient faites auprès des aidants, c'était des réunions de famille, qui étaient là avec comme but d'offrir, j'ai repris le terme anglais, de psychoéducation. C'était d'enseigner les techniques de résolution de problèmes, de mobiliser les réseaux familiaux existants, tout ça dans le but d'améliorer le soutien affectif et instrumental des patients. Et donc, si vous voulez, ça ressemble quand même si on n'emploie pas toujours les mêmes termes, ça ressemble un peu à ce qu'un certain nombre d'entre nous faisons dans la prise en charge de nos patients déments. Alors, il y avait un système de 5 séances, tous les 2 à 3 mois, par groupe de 6. Il y avait une séance individuelle à la fin qui permettait un petit peu de faire le bilan et de compléter l'intervention s'il y avait besoin d'un appui supplémentaire. Et tout ça était sous la férule d'un professionnel qualifié qui était formé à cela. Le plus souvent, c'était soit, je reprends le terme, études supérieures en soins infirmiers, travailleur social ou psychologue. Et donc, je vous rappelle, c'est un essai contrôlé, et il y avait donc un certain nombre de personnes qui ont été considérées comme éligibles. 192 ont été randomisées, un groupe de 96 avec les réunions, et un groupe de 96 sans, avec les soins habituels. Le point final était l'entrée en institution. Et voilà le résultat, pas de différence au suivi à 18 mois entre les deux groupes. Ça ne voulait pas dire, sur ce critère-là, il n'y a pas de différence, ça ne voulait pas dire que les aidants ne se sont pas sentis aidés et soutenus dans leurs préoccupations quotidiennes, mais l'intervention n'a pas été considéré comme plus efficace avec cette étude-là que les soins habituels pour retarder l'entrée en institution des patients. Alors là encore, ça pose plein de questions. Ça pose le problème d'une question de ciblage. Là, c'est la population générale. Elle venait même des Pays-Bas. Est-ce qu'on n'aurait pas plus intérêt à cibler mieux nos interventions de ce type? Est-ce qu'il ne faut pas mieux s'intéresser aux familles qui ont le plus besoin d'aide ou aux familles qu'on pourrait appeler dysfonctionnantes, pour lesquelles il faudrait vraiment agir pour la meilleure prise en charge de leurs parents âgés et déments. Et donc ces questions-là restent en suspens pour essayer de permettre une plus grande efficacité de l'intervention. Alors, troisième papier, c'est plus au niveau de notre organisation générale. Et c'est un papier, je suis étonné, qu'il n'a pas fait tellement de bruit, qui est quand même sorti dans le BMJ, là encore, je crois que c'était au mois de mai, oui, le 15 mai 2012, sur l'efficacité du suivi, des soins de suivi par les centres de mémoire. Alors, on peut faire des distinctions, hein, nos consultations mémoire, les memory clinics, tout cela au niveau européen n'a pas tout à fait la même organisation, n'a pas tout à fait le même périmètre, n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnements. Mais il y a eu quand même cette étude faite par là encore des gens du Néderlande sur un essai contrôlé randomisé qui cherchait à évaluer l'efficacité de la prise en charge après le diagnostic de démence et de la coordination des soins entre le groupe suivi par, vous voyez là, la mémoire clinique, on va appeler ça centre mémoire, et le groupe suivi par usual care, c'est-à-dire par le médecin généraliste, comme d'habitude. Vous avez un échantillon tout à fait classique, vous avez le flowchart habituel de l'étude qui ne montre pas de problème particulier. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'un certain nombre de critères d'évaluation étaient retenus, aussi bien au niveau du patient, comme la qualité de vie, et ils avaient utilisé une échelle
qui s'appelle la COL-AD, qu'on connaît bien, qu'au niveau du comportement avec le NPI, mais aussi, je vous les ai mis parce que, sans les traduire, un certain nombre d'instruments qui étaient utilisés dans cette étude parce que c'est moins habituel dans notre pays de les utiliser, mais autour des activités de la vie quotidienne, au niveau du questionnaire des sens de compétences, et s'il y a des psychologues sociaux dans la salle, ils savent bien de quoi je parle, l'implication sociale, mais aussi au niveau des aidants, pareil, au niveau de la qualité de vie, au niveau de la dépression, au niveau de l'anxiété, au niveau du contrôle propre, l'autocontrôle des personnes, etc. Donc il y avait vraiment une méthodologie tout à fait rigoureuse, des critères d'évaluation aussi bien vis-à-vis du patient que vis-à-vis de l'aidant, qui étaient carrés avec des instruments reconnus, même si on les connaît pas tous, on les utilise pas tous dans notre pays. Et puis vous voyez, il y avait un suivi à 6 mois et à 12 mois de voir comment ces patients se comportaient sur ces items-là au bout de 6 mois ou 12 mois de suivi. Et le résultat final, c'est celui-là, c'est-à-dire, en fait, je vous ai recentré simplement le p-value, c'est pour montrer qu'aucun de ces résultats n'est sorti significatif, à l'exception de petits là en bas, mais qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc là encore, une étude qui montre que, alors qu'on est en pleine préoccupation de nos consultations mémoire, c'est notre activité quotidienne, alors que sur un plan national, on discute le nombre de centres mémoire ou cliniques de mémoire, et on sait que dans plein de pays, ça augmente de façon assez importante. On sait que ces centres mémoire ont montré leur efficacité sur le plan du diagnostic, mais ce que cette étude nous montre, et c'est là qui pose un petit peu problème, c'est qu'on n'a pas de preuve, au moins encore jusqu'à aujourd'hui, de l'existence de différences entre les centres mémoire et les médecins, le suivi par les médecins généralistes dans la prise en charge et la coordination des soins pour les patients déments aux Pays-Bas sur les critères retenus. Vous voyez, je mets plein de limites. On est bien dans une étude, on ne peut pas généraliser à partir d'une seule étude, surtout dans le domaine des systèmes de santé, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. On ne peut pas extrapoler un système à un autre système. On a tous une histoire, une structure, une organisation, une culture qui est complètement différente, mais néanmoins, ça pose des questions sur l'évaluation de nos propres actions, nos propres interventions, et donc derrière aussi les conséquences politico-économiques que cela peut poser. Donc on a vu un petit peu l'offre de soins, l'aidant, le système, et puis il faut redonner un petit peu la parole, il faut redonner même beaucoup la parole aux personnes atteintes de cette maladie. Et il y a le dernier papier que je voulais signaler, c'était celui du BMC Health Service Research, sur comment les personnes démentes participent à la prise de décision. Un problème essentiel. On aimerait bien, on voudrait tous. Et donc, là encore, c'est essentiel. On a tous légiféré, tous les pays européens quasiment ont légiféré sur les droits des patients à participer à leurs décisions dans les soins. On sait que c'est difficile chez nos patients atteints de cette maladie. On sait que quand même c'est un rôle essentiel pour maintenir l'identité des patients, leur bien-être, leur qualité de vie, et surtout pour nous tous professionnels, pour respecter la dignité et la personnalité du patient. Mais malheureusement, il y a trop peu d'études sur le sujet, trop peu d'études qui apportent avec une méthodologie assez importante. Et là, ce travail était un travail de type qualitatif, hein, c'était les Norvégiens qui ont fait cette étude, qui essayaient de comprendre, de typologiser comment les personnes démentes participent à la prise de décision et comment les familles et professionnels influencent le processus. Et là, c'est intéressant parce que ce travail s'est basé sur vraiment l'interaction entre les personnes démentes et leur entourage, soit familial, soit professionnel. Et ils ont focalisé sur 3 types d'actions, sur 3 types de décisions à prendre, sur les activités de la vie quotidienne, sur les soins médicaux, et puis sur la décision d'entrer ou pas en institution. Alors là, les résultats ne vont pas vous paraître exorbitants. Ça montre une très grande variabilité dans la prise de décision. Ça montre un certain nombre de types que je décris là rapidement. En gros,
il y a des décisions autonomes, mais ce n'est pas grand monde qui le font, et c'est essentiellement dans les formes sur les activités de la vie quotidienne. Mais il y a une catégorie que je trouve assez intéressante, c'est qu'une catégorie de décisions pseudo-autonomes. C'est-à-dire que c'est les aidants qui présupposent de façon implicite la décision du patient. Et cette décision pseudo-autonome est une caractéristique qu'il faut bien avoir en tête et qu'on connaît sur le plan clinique. Puis il y a la fameuse prise de décision déléguée, vous décidez, tu décides, tu sais, tu penses plus clairement que moi. Et surtout celle qui est considérée comme la plus fréquente, c'est la décision partagée, où la personne est vraiment dépendante des autres. Quant à la non-implication dans la décision, on la retrouve dans les formes de démence les plus avancées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire, là encore, qu'on n'a pas de réelle évaluation de la capacité à prendre des décisions de nos patients. La plupart des décisions autonomes se font autour des activités de la vie quotidienne, plus que des soins médicaux et du placement. La capacité de décision, et ça me semble un point important, elle ne suit pas une loi du tout ou rien, mais un continuum où ces capacités vont varier selon les circonstances, selon comment la personne se sent ce jour-là, et je pense que tous les cliniciens de la salle le savent bien, et là, comment la personne est comprise. Et on sait aussi l'importance des liens familiaux, le conflit des intérêts du patient et de ceux de l'aidant familial, tous ces éléments interagissent avec des jeux d'acteurs qui peuvent se faire, en particulier des professionnels qui vont plutôt s'allier le plus souvent aux aidants familiaux qu'à essayer de respecter les décisions du patient. Donc il y a vraiment d'énormes efforts à faire pour essayer de mieux comprendre et mieux tenir compte. Voilà, j'en ai fini. Moi, je dis une chose, c'est que ces évaluations nous interpellent. Elles nous interpellent toujours parce qu'on a envie de les critiquer, on n'est pas d'accord, parce que c'est notre boulot, on sait très bien qu'on a l'impression qu'on fait de l'effet, que tout ce qu'on fait est très bien. Mais c'est pas parce qu'on a des résultats parfois négatifs qu'on doit être découragé. Je crois qu'il faut vraiment repenser la nouveauté, non pas comme une rupture. Il ne faut pas se dire qu'il y a des prises en charge modernes par des prises en charge anciennes. Je crois qu'il y a des notions de continuum, de continuité sur lesquelles il faut que l'on travaille, et surtout une continuité dans nos efforts pour améliorer cette prise en charge de nos aînés, la démontrer, essayer toujours de la démontrer au mieux, bien entendu, dans le respect de la dignité. Je vous remercie.